Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer avec le cours d'optique géométrique. Aujourd'hui, on va voir le dioptre sphérique. Donc, un dioptre sphérique est un dioptre qui a la forme d'une calotte sphérique, ça veut dire une partie d'une sphère, comme ça. Alors, c'est une surface, ce n'est pas quelque chose de matériel. Donc, les deux milieux d'indice de réfraction N1 et N2 sont en contact direct l'un avec l'autre. Il n'y a rien qui les sépare. Seulement, la surface de contact a une forme sphérique, comme c'est représenté ici. Donc, ce dioptre sphérique est caractérisé par son sommet et son centre. Alors, le dioptre sphérique est un système optique centré, ça veut dire qu'il possède un axe de symétrie. Alors maintenant, on va voir ce que c'est qu'un dioptre sphérique convexe ou bien concave. Donc, on dit qu'un dioptre sphérique est convexe si la lumière passe d'abord par le sommet, ensuite par le centre. Par exemple, ici, la lumière se déplace de la gauche vers la droite. Donc, lorsque la lumière va traverser le dioptre, elle passera d'abord par le sommet, ensuite par le centre. Dans ce cas, on dit qu'il est convexe. Ou bien, si on prend le sens positif des distances comme étant celui de la lumière, comme ici, donc on dit que le dioptre sphérique est convexe lorsque SC bar est supérieur à 0, ça veut dire qu'il est positif. Alors dans l'autre cas, on dit que le dioptre sphérique est concave si la lumière passe d'abord par le centre, ensuite par le sommet. C'est-à-dire si SC bar est négatif. Ça veut dire que SC bar est inférieur à 0. Donc ici, vous avez une représentation d'un dioptre convexe et d'un dioptre concave. Maintenant, on va voir ce que c'est qu'un dioptre sphérique convergent et un dioptre sphérique divergent. Donc, un dioptre sphérique, ou bien, alors cette définition, elle est valable pour tout système optique centré, pas uniquement pour le dioptre sphérique. Donc, on dit que le dioptre sphérique ou tout autre système optique centré est convergent s'il fait converger les rayons incidents. Ça veut dire s'il les rapproche les uns des autres. Ou bien plus précisément, s'il rapproche les rayons incidents de l'axe optique, comme ici. Donc ici, on a des rayons incidents qui sont parallèles à l'axe optique. Au début, ils sont parallèles à l'axe optique. Lorsqu'ils ont traversé le dioptre sphérique, maintenant, tous ces rayons-là se sont rapprochés de l'axe optique. Et en même temps, ils se sont rapprochés les uns des autres. Donc, on dit que ce dioptre-là est un dioptre convergent. Maintenant, on passe au dioptre divergent. Donc, un dioptre sphérique ou bien tout autre système optique centré est divergent s'il fait diverger. Ça veut dire s'il éloigne les rayons de lumière incidents les uns des autres. Ou bien, d'une autre manière, s'il éloigne les rayons incidents de l'axe optique, comme ici. Au début, ils étaient parallèles. Après la traversée du dioptre, maintenant, tous les rayons se sont éloignés de l'axe optique. Et en même temps, ils se sont éloignés les uns des autres. Donc, ce dioptre-là est dit dioptre sphérique divergent. Alors maintenant, on va parler de certains rayons de lumière particuliers. Donc, il existe des rayons particuliers qui ne sont pas déviés par le dioptre sphérique. Alors, ces rayons-là, ce sont les rayons qui passent par le centre du dioptre. Donc, supposons qu'on a un dioptre sphérique comme ça, qui sépare les deux milieux, ces deux milieux. Alors, comme on l'a dit, un dioptre sphérique est caractérisé par son centre. Donc, supposons qu'on a des rayons incidents comme ça. Et ces rayons incidents ont une direction qui passe par le centre. Alors,
tous ces rayons-là, leur prolongement passe par le centre. Alors ces rayons-là, lorsqu'ils vont traverser le dioptre sphérique, ne seront pas déviés, comme ici. Donc, comme vous voyez ici, ces rayons-là, lorsqu'ils ont traversé le dioptre sphérique, n'ont pas été déviés. Ils ont continué sur leur trajectoire initiale. Alors, on peut expliquer cela très facilement. Donc, on peut par exemple... Donc, supposons qu'on a un dioptre sphérique comme ça. Avec ici son centre. Donc, si on prend par exemple ce point-là. Alors, la normale à la surface du dioptre en ce point-là, ça qui est cette droite-là, ça c'est la normale, elle passe par le centre. Donc, n'importe quelle normale sur n'importe quel point, même si je prends par exemple un autre point, ce point-là, la normale à ce point-là passe obligatoirement par le centre, sur n'importe quel point du dioptre. La normale passe par le centre. Et donc, si j'ai un rayon incident comme ça, qui a sa direction qui passe par le centre, ça veut dire que ce rayon-là est parallèle à la normale. Ça veut dire que l'angle d'incidence I est égal à 0. Donc ici on a un 1, ici on a un 2 par exemple. Donc en appliquant la loi de la réfraction, on sait que un 1 sinus I est égal à un 2 sinus R. Comme I est égal à 0, donc on va obtenir sinus R qui est égal à 1 sur 2 fois sinus I. Donc, comme I est égal à 0, on obtient sinus R égale à 0. Et donc, R, lui aussi, est égal à 0. Donc, le rayon va continuer tout droit. Il ne sera pas dévié. L'angle de déviation D est égal à R moins I. Il est égal à 0. Donc, le rayon va continuer tout droit. Donc, il n'est pas dévié. La même chose pour n'importe quel autre rayon incident. N'importe quel autre rayon incident et dans la direction initiale passe par le centre comme ça. Ce rayon-là va continuer tout droit. Il ne sera pas dévié. Puisque son angle d'incidence est égal à 0. Son angle de réfraction sera égal à 0. Donc, sa déviation sera égale à 0. Et donc, comme on l'a dit ici, les rayons qui passent par le centre du dioptre ne sont pas déviés. Maintenant, on va donner la définition de deux points particuliers de l'axe optique. Donc, l'axe optique est ici, par exemple. Il est constitué d'une infinité de points. Alors, sur cet axe-là, il y a deux points particuliers. Le premier point, c'est le foyer objet. Sa définition, c'est quoi? Donc, le foyer objet, c'est la position d'un objet dont l'image est située à l'infini. Donc, sur cet axe-là, j'ai une infinité de points. Alors, si je place l'objet sur n'importe quel point sur cet axe-là, il aura à travers
le dioptre sphérique, il aura obligatoirement une image. Alors, parmi tous ces points-là, il existe un point où si l'on positionne notre objet, son image sera située à l'infini. Comme ici, par exemple, si ce point-là représente le foyer objet, donc si on place notre objet ici, l'image de cet objet-là sera située à l'infini. La même chose ici. Si le foyer objet est ici, donc si je place un objet ici, alors ce n'est pas un objet réel, c'est un objet virtuel. Donc si je place un objet ici, donc son image sera située à l'infini. Donc maintenant on va parler de foyer objet réel et foyer objet virtuel. Donc on dit, c'est la même chose que pour l'objet, le point objet tout court. Alors foyer objet, on dit qu'un foyer objet est réel s'il est situé dans l'espace objet, c'est-à-dire dans l'espace qui se trouve avant le système optique. Sinon, donc, ça veut dire que dans tous les autres cas, il est virtuel, comme ici. Le foyer objet est dans l'espace objet, donc il est réel. Ici, le foyer objet ne se trouve pas dans l'espace objet, donc on dit que c'est un foyer objet virtuel. Alors ici, pourquoi on a dit que l'image est à l'infini? Parce que, donc on avait dit que l'image, c'est le point image, c'est l'intersection des rayons émergents du système. Alors ici, les rayons émergents du système sont tous parallèles les uns aux autres. Donc, on dit que des rayons parallèles se croisent à l'infini. C'est pourquoi l'image est à l'infini dans ces deux cas-là. Alors maintenant, on passe au foyer image. Donc, c'est la position de l'image d'un objet situé à l'infini. Donc, si j'ai un objet, un point objet situé à l'infini, ça veut dire qu'il va envoyer des rayons parallèles à l'axe. Alors, cet objet-là possède une image située en un point appelé foyer image. Alors, le foyer image est réel s'il est situé dans l'espace image, comme ici. Sinon, c'est-à-dire dans tous les autres cas, le foyer image est virtuel. Donc, il est réel s'il est ici, dans l'espace image. Et il est virtuel s'il n'est pas dans l'espace image, comme ici. Alors, pour trouver, par exemple, si on possède un objet qu'on veut trouver son image, on a deux méthodes. La première, c'est la construction géométrique de l'image. Donc, pour faire la construction géométrique de l'image d'un objet, on doit respecter trois règles. D'abord, il nous faut au moins deux rayons. Alors, nous, on a trois règles qu'on peut utiliser pour construire l'image géométriquement. Alors, la première, on a déjà vu. Donc, un rayon qui passe par le centre, n'est pas dévié. Ça, c'est la première règle. La deuxième, un rayon parallèle à l'axe optique passe par f'. Alors, ça découle de la définition du foyer image, comme on l'a vu ici. Donc, les rayons qui sont parallèles à l'axe, alors, ces rayons-là proviennent d'un objet situé à l'infini. Alors, tous ces rayons-là vont se croiser en un point qui est le foyer image. Donc, on peut utiliser cette règle. Un rayon qui est parallèle à l'axe optique, un rayon incident qui est parallèle à l'axe optique, passe par f'. Ensuite, la dernière règle, un rayon qui passe par le foyer objet, ça veut dire f, devient parallèle à l'axe lorsqu'il traverse le dioptre sphérique, comme ici. Donc,
n'importe quel rayon qui passe par le foyer objet, lorsqu'il va traverser le dioptre sphérique, il va devenir parallèle à l'axe, comme ici ou bien ici. Donc ici, on a donné quelques exemples de construction géométrique, très simple. Alors on peut le voir directement, comment est-ce qu'on a obtenu par exemple cette construction. On peut le faire. Donc supposons qu'on a d'abord un dioptre sphérique. Alors ici, la lumière, elle se déplace dans ce sens-là. Donc le sens positif, c'est celui-là. Donc, si je vous demande par exemple la nature de ce dioptre, vous allez me dire qu'il est convexe. Parce que SC est positif. Donc on a SC est positif. Donc c'est un dioptre convexe. Ou bien on peut dire que la lumière va passer d'abord par le sommet, ensuite elle va passer par le centre. Donc c'est pourquoi on dit qu'il est convexe. Donc ici on a un objet A, B. Alors cet objet-là est réel parce qu'il se trouve dans l'espace objet. Et on veut construire son image A', B'. Donc cet objet-là, c'est un objet, ce n'est pas un objet ponctuel. C'est un objet étendu. Ça veut dire qu'il est constitué de plusieurs points. Alors pour construire l'image, on va prendre l'extrémité de cet objet. Ça veut dire le point B. Et on va construire son image en utilisant les règles qu'on a déjà vues. Alors, la première, c'est qu'un rayon qui passe par le centre n'est pas dévié. Donc, on va tracer un rayon qui va être, dans l'origine, c'est le point B, et qui va passer par le centre C. Donc, ce rayon-là, lorsqu'il va traverser le dioptre, il ne sera pas dévié. Donc, il va continuer tout droit, comme ça. Et à condition qu'il passe par le centre. Donc, ce rayon-là, lorsqu'il est arrivé sur le dioptre, il n'a pas été dévié. Il a continué tout droit. Parce que sa direction initiale passait par le centre. Ça veut dire que son angle d'incidence est égal à 0. Alors ça, c'est le premier rayon. Alors, pour trouver le point B', ça veut dire l'image du point B, il nous faut un deuxième rayon. Au moins un deuxième rayon. Alors, on va prendre par exemple un rayon qui va donc un rayon qui va partir de B et qui est parallèle à l'axe. Donc comme on l'a dit, les rayons parallèles à l'axe optique vont passer ou bien seront déviés de telle manière qu'ils vont passer par le foyer image F'. Et donc ce rayon-là sera dévié comme ça. De telle manière que le rayon réfracté passe par le point F' qui représente le foyer image. Donc, ces deux rayons-là sont suffisants. Donc, supposons que j'ai ici l'œil de l'observateur. Donc, supposons que j'ai ici l'œil Donc ça, c'est l'œil de l'observateur qui va recevoir ces deux rayons-là. Alors pour l'œil de l'observateur, ces deux rayons-là proviennent, pour lui, ils proviennent de ce point-là,
qui est l'intersection des deux rayons réfractés, c'est-à-dire qu'ils proviennent de ce point-là. Donc pour lui, le point image, c'est ce point d'intersection. Alors pour trouver, par exemple, l'image du point A, qu'est-ce qu'on fait? On fait la projection de B' sur l'axe optique. Donc, on va faire la projection de B' sur l'axe optique. Et donc, le point A', c'est ce point-là. Ça, c'est le point A'. Et donc, on vient de construire l'image A'B' de l'objet AB. Alors, on peut par exemple rajouter un troisième rayon pour être sûr, par exemple. Donc, on prend le rayon qui va passer de B, enfin qui va provenir de B, et qui va passer par le foyer objet F. Donc, d'après les règles qu'on a vues, un rayon qui passe par le foyer objet F devient parallèle à l'axe. Et donc, vous voyez que ces trois rayons-là se croisent en un seul point qui est le point B'. Donc ici, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu, notre objet c'était un objet réel, puisqu'il se trouve dans l'espace objet. Notre image, c'est une image réelle, parce qu'elle est située dans l'espace image, ou bien on peut dire qu'elle est réelle, parce que tous les rayons qui la constituent, ce sont des rayons réels. Ce n'est pas les prolongements des rayons, mais tous, ce sont des rayons réels. Donc, ils vont former une image réelle. Ça veut dire que si je place un écran ici, je pourrais voir l'image sur cet écran-là. Donc, c'est une image réelle. Si l'image était virtuelle, même si je plaçais un écran ici, je n'obtiendrais rien sur l'écran. Et donc, ça, c'est un premier cas très simple. Donc, objet réel, image réelle, avec dioptre sphérique, convexe et qui est convergent. Donc, on remarque aussi que ce dioptre sphérique est convergent. On peut voir un autre exemple, par exemple, dans le cas où l'objet est virtuel. Donc, notre objet AB n'est pas situé dans l'espace objet. Donc, on dit que cet objet est virtuel. C'est pourquoi on l'a représenté par des tirets comme ça. Donc, pour construire son image, alors le rayon le plus simple, c'est toujours le rayon qui passe par le centre. Donc, on va prendre un rayon qui va passer de B par C, comme ça. Alors, en réalité, le rayon, il vient de la gauche vers la droite. Donc, le rayon, il est comme ça. Donc, il n'est pas issu de B et qu'il va vers C. Non. Dans ce cas, puisqu'ici, l'objet, c'est un objet virtuel. Donc, le rayon, il vient de l'espace objet. Ensuite, il va traverser le dioptre sphérique. Ensuite, il va passer dans l'espace image. Donc, ce rayon-là, qui a une direction qui passe par C, n'est pas dévié. Donc, il va continuer tout droit. Ensuite, on va prendre, par exemple, un rayon parallèle à l'axe. Alors, les rayons parallèles à l'axe, on a une infinité. On doit prendre un rayon parallèle à l'axe
et dans la direction doit passer par le point B. On ne va pas prendre par exemple un rayon parallèle à l'axe comme ça. Ce rayon ne nous intéresse pas puisqu'il ne passe, sa direction ne passe pas par B. Si je prolonge, ce rayon ne passe pas par B. Donc je dois utiliser un rayon parallèle à l'axe et qui doit passer par B, comme ça, comme ce rayon-là. Alors ce rayon-là, si je continue sur sa direction initiale, s'il continue, il va passer par B. Mais en réalité, ce rayon-là ne va pas continuer tout droit. Donc ce rayon-là, lorsqu'il va arriver sur le dioptre sphérique, il sera dévié de telle manière qu'il va passer par le foyer image, par F'. Donc il sera dévié comme ça. Et donc le point d'intersection de ces deux rayons, c'est le point B'. Alors, on peut rajouter un troisième rayon qui passe par B et par F. Donc tout ça, c'est le prolongement. Le rayon, lui, lorsqu'il va arriver sur le dioptre sphérique, d'après les règles qu'on a vues, il va devenir parallèle à l'axe. Donc il sera dévié de telle manière que sa direction devienne parallèle à l'axe, comme ça. Et donc pour l'observateur qui se trouve ici, dans ce côté-là, de ce côté-là, lorsqu'il va recevoir ces deux rayons-là dans son œil, il va croire que ces trois rayons proviennent de ce point-là, qui est leur point d'intersection. Et donc, le point B', qui est l'image du point B, c'est ce point d'intersection. Donc ce point-là représente l'image du point B. Donc ça, c'est le point B'. L'image du point A, c'est la projection du point B' sur l'axe optique. Donc on peut, en faisant la projection de B' sur l'axe optique, on obtient le point A'. Donc ça, c'est notre image. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'image est réelle malgré que l'objet est virtuel. Donc l'image peut être réelle et l'objet, lui, peut être réel ou virtuel. La même chose, on peut obtenir une image virtuelle lorsque l'objet est réel ou bien lorsqu'il est virtuel. Ce n'est pas lorsqu'on a un objet réel, ça veut dire qu'on va obtenir une image réelle. C'est faux. Un objet réel peut donner une image réelle ou bien virtuelle. La même chose, un objet virtuel peut donner une image réelle ou bien virtuelle. Donc on peut par exemple voir un troisième et dernier exemple. Par exemple, donc ici on a un dioptre sphérique concave. Donc vous voyez que SC est négatif. Donc notre objet est réel
Donc, toujours, on va tracer le rayon qui va passer par B et par C. Ce rayon-là, c'est le plus simple à tracer. On a dit que ce rayon-là n'est pas dévié lorsqu'il va traverser le dioptre sphérique. Ensuite, on peut prendre par exemple donc ce rayon-là. Donc, on peut prendre par exemple un rayon qui va provenir de B et qui est parallèle à l'axe optique. Ce rayon-là, il sera dévié de telle manière qu'il passe par F'. Alors le rayon n'est pas réfléchi, hein. Ça c'est pour que je puisse dessiner le rayon réfracté. Alors lui, le rayon, il est réfracté comme ça. Donc ça, c'est le prolongement uniquement. Donc le rayon qui est parallèle à l'axe est réfracté de telle manière qu'il passe par F'. Puisque F' est situé dans l'espace objet, le rayon n'est pas réfléchi comme ça. Non, il est réfracté de telle manière que sa direction passe par F'. Et donc, l'intersection de ce rayon réfracté avec celui-là, c'est le point B'. On peut rajouter le troisième rayon qui passe par F. Comme ça, normalement, 2 rayons suffisent. Alors ça, c'est pour expliquer seulement. Donc un rayon qui provient de B et qui passe par F. Comme ça. Alors ce rayon ne va pas continuer tout droit comme ici. Alors ça, c'est uniquement sa direction initiale. Donc ça, c'est le prolongement du rayon. Alors lui, en réalité, lorsqu'il va tomber ou bien lorsqu'il arrive sur le dioptre sphérique, il est dévié de telle manière qu'il devient parallèle à l'axe, comme ça. Alors le prolongement de ce rayon passe par le point B'. Donc on voit que ces 3 rayons réfractés se croisent tous en un seul point qui est le point image B'. Ça veut dire l'image du point A. L'image du point B. L'image du point A, comme toujours, c'est la projection du point B' sur l'axe optique. Et donc ce point-là représente le point A'. Alors ici, l'image n'est pas réelle. C'est une image virtuelle. Parce qu'elle n'est pas située dans l'espace objet. Donc elle n'est pas située dans l'espace objet. C'est pourquoi on dit que cette image est une image virtuelle. D'ailleurs, elle est formée par les prolongements des rayons. Elle n'est pas formée par les rayons réfractés eux-mêmes, mais par leur prolongement. Donc, on va la représenter comme ça pour dire que c'est une image virtuelle. Donc ici, on a un objet réel avec une image virtuelle
qui est donné par un dioptre sphérique concave. Donc on retourne à la suite du cours. Donc comme on l'a dit, pour trouver la position de l'image ainsi que sa taille, etc., on peut utiliser la construction géométrique en respectant certaines règles, comme on vient de le voir, ou bien on peut utiliser la relation de conjugaison. Comme on l'a dit, une relation de conjugaison relie la position de l'objet avec la position de l'image, ou bien nous donne la position de l'image en fonction de la position de l'objet. Donc, supposons qu'on a un dioptre sphérique comme ça qui sépare deux milieux d'indice 1 et 1'. Alors, la relation, enfin notre objet, c'est l'objet AB. Sa position, c'est SA. Donc, la position, en général, on la prend à partir du sommet. Alors, dans d'autres livres, vous pouvez la trouver à partir du centre. Mais l'origine des positions, dans notre cours, est prise à partir du sommet. Donc, si j'ai un point situé sur le sommet, ça veut dire que sa position est égale à 0. Donc, ici, on a SA, qui est une position négative. Alors, ça, c'est un cas particulier. On peut prendre n'importe quel objet. Donc, dans tous les cas, on donne la relation de conjugaison du dioptre sphérique par cette relation-là. Alors, dans ce cours, on ne va pas faire les démonstrations, puisque ce cours-là est destiné aux étudiants de médecine. Ça ne vous intéresse pas. D'où est-ce qu'on a trouvé, comment est-ce qu'on a trouvé cette relation-là? Alors, vous pouvez la trouver dans certains livres, mais ce n'est pas le but. Le but ici, c'est de comprendre les applications de l'optique géométrique en médecine. Donc, la relation de conjugaison du dioptre sphérique est donnée par la relation suivante. Donc, on a 1' sur SA' avec une barre, moins, ça veut dire la valeur algébrique. Elle peut être positive ou bien négative. Moins 1 sur SA égale à 1' moins 1 sur SC. Alors, le tout, toutes les positions ici sont des valeurs algébriques. Et qu'on peut écrire égal en nu. Alors ici, on doit comprendre ou bien savoir ce que représente chaque terme. 1', dans cette relation, 1' représente l'indice de réfraction du deuxième milieu traversé par la lumière. Donc comme ici, la lumière se déplace de gauche à droite. Donc, 1', c'est l'indice de ce deuxième milieu. N, c'est l'indice de réfraction du premier milieu traversé par la lumière. SA, avec une barre, c'est la position, ou bien c'est la valeur algébrique, la position de l'objet. SA. SA', c'est la valeur algébrique de la position de l'image. A' étant l'image de A. Et S, c'est toujours le sommet du dioptre. SC, c'est le rayon du dioptre sphérique. Ça veut dire cette distance-là avec une barre. Ça veut dire avec valeur algébrique. SC, lui aussi, peut être positif ou bien négatif. Donc, dans une application ou bien dans un exercice, si on vous donne par exemple ici 1' et ici 1, dans cette relation, vous mettez à la place de 1', vous mettez 1 et à la place de 1, vous mettez 1', puisque ici 1' représente l'indice de réfraction du deuxième milieu et 1, celui du premier milieu. Donc, il ne faut pas apprendre ces relations par cœur et bêtement. Il faut comprendre ce qu'elles représentent. Alors, ce terme-là, 1' moins 1 sur SC, est appelé
la vergence du dioptre. Donc, c'est quoi l'intérêt de la vergence d'un dioptre? C'est une grandeur algébrique, ça veut dire qu'elle peut être positive ou négative. Elle traduit la capacité du système optique à faire converger les rayons de lumière. Ça veut dire que plus la vergence est grande, plus le système optique fait converger les rayons au point le plus proche de lui. Par exemple, si on prend par exemple donc, supposons, là, ça c'est valable pour n'importe quel système optique, pas uniquement pour le dioptre sphérique. Alors, supposons que ça c'est notre axe optique. Alors, ça c'est notre système optique, ça peut être n'importe quoi. Donc, on a des rayons incidents comme ça. Alors, ce système optique peut être convergent et il peut être divergent. Alors, supposons que les rayons, lorsqu'ils vont traverser ce système optique, vont converger comme ça. Donc, on dit que ce système optique est un système optique convergent et qu'il possède une certaine vergence. Alors, supposons que ces rayons ne vont pas converger en ce point-là, mais qu'il va les faire converger en un point plus proche, ici par exemple. Enfin, il va les faire se croiser en un point plus proche du système optique. Donc ici, c'est un système optique convergent avec une vergence. Alors ça, c'est nu2 et ça, c'est nu1. Avec une vergence nu2 qui est supérieure à nu1. Donc plus le système optique a la capacité de faire converger les rayons ou bien de les faire se croiser en un point plus proche de lui, plus sa vergence est supérieure. Alors, supposons que les rayons restent parallèles à l'axe, comme ça. Alors, dans ce cas, on dit que ce système optique n'est pas convergent et il n'est pas divergent. Ça veut dire que sa vergence est égale à 0. Supposons que c'est un système optique divergent. Comme ça, il va faire diverger les rayons. Donc, ils vont se croiser, par exemple, ici. Alors, dans ce cas, la vergence, elle est négative. Donc, c'est une grandeur algébrique qui traduit la capacité du système. Donc, la vergence est une grandeur algébrique qui traduit la capacité du système optique à faire converger les rayons de lumière. Alors, l'unité de la vergence, dans le système international, c'est le mètre moins 1 qui est aussi appelé la dioptrie. Donc, une dioptrie est égale à 1 mètre moins 1. Donc, comme on l'a déjà dit, lorsque la vergence est positive, le dioptre est convergent. Lorsqu'elle est négative, le dioptre est divergent. Donc, maintenant, on va donner les valeurs des positions du foyer objet et du foyer image. Alors, ces positions sont données par ces deux relations-là. Alors, ces relations-là, comment est-ce qu'on les a obtenues? Donc, on peut donner comment est-ce qu'on les a obtenues, puisque c'est très simple, c'est très rapide. Donc, on a la relation de conjugaison du dioptre sphérique, c'est 1' sur SA' moins 1 sur SA égale à 1' moins 1 sur SC. Alors, si on veut, par exemple, trouver la position du foyer
objet. Donc, le foyer objet, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la position d'un objet dont l'image est située à l'infini. Donc, lorsque SA est égal à SF, ça veut dire que lorsque l'objet A est situé sur le point F, alors dans ce cas-là, l'image est située à l'infini. Ça veut dire que SA', ça veut dire l'image A' du point A est située à l'infini. Donc en remplaçant SA par SF et SA' par l'infini dans la relation de conjugaison, on va obtenir 1' sur l'infini moins 1 sur SF. Donc à la place de SA, on a mis SF est égal à 1' moins 1 sur SC. Donc on aura 1 sur SF est égal à 1 moins 1' sur SC. Et enfin, on va obtenir SF est égal à 1 sur 1 moins 1' fois SC. Donc ça, c'est la position du foyer objet. Alors, on peut faire la même chose pour obtenir la position du foyer image. Donc, foyer image, c'est quoi? Donc, le foyer image, on a dit, c'est la position de l'image d'un objet situé à l'infini. Donc, lorsque l'objet est à l'infini, son image est située sur le foyer image. Ça veut dire que le point A' se confond avec le point F'. Donc en remplaçant ces deux valeurs dans la relation de conjugaison précédente, donc la relation de conjugaison, c'est ça. C'est cette relation-là. Donc, en remplaçant SA et SA' par leur valeur, on va obtenir, donc, normalement j'ai 1' sur SA', mais à la place de SA', je vais mettre SF', donc, moins 1 sur SA. SA, c'est l'infini. Alors, l'infini ou bien moins l'infini, ce n'est pas important, puisque ça va donner 0. Donc, est égal à 1' moins 1 sur SC. Et à la fin, on va obtenir SF' est égal à 1' sur 1' moins 1 fois SC. Donc, cette relation-là et celle-là me donnent les positions du foyer objet et le foyer image d'un dioptre sphérique de rayon SC et d'indice de réfraction du premier milieu 1 et du deuxième milieu 1'. Donc, ces relations-là, ce sont celles-là. Donc, lorsque SF' est positif, on aura automatiquement SF négatif, puisqu'ici, on a 1 et 1' ici. Tous les deux sont positifs. SC, dans les deux cas, c'est le même signe. Il peut être positif ou négatif. Par contre, ici, dans le dénominateur, pour SF, on a 1 moins 1', et pour SF', on a 1' moins 1. Ça veut dire que le signe de SF' est opposé au signe de SF. Ça veut dire que si SF'
est positif, automatiquement on aura SF négatif. Alors, dans le premier cas, le dioptre est convergent. Donc, on dit que le dioptre est convergent lorsque SF' est positif ou bien lorsque SF est négatif. La même chose. Si j'ai SF' négatif et SF positif, alors ce n'est pas la peine de faire les deux. L'une des deux suffit, l'une des deux conditions suffit. Donc, si je dis que SF' est négatif, automatiquement le dioptre est divergent. Ce n'est pas la peine de rajouter SF est positif. Donc, je vérifie uniquement si SF' est négatif, je dis automatiquement que le dioptre est divergent. Ou bien la même chose, si j'ai SF positif, automatiquement le dioptre est divergent. Alors, c'est valable pour les premières conditions ici. Le dioptre est convergent si SF' est positif ou bien si SF est négatif. Alors maintenant, on va voir le grandissement. Donc, dans les exemples précédents de construction géométrique, par exemple, dans cet exemple-là, on voit que la taille de l'image A'B' est inférieure à la taille de l'objet AB. La même chose ici. Et la même chose ici. Donc, on peut avoir d'autres cas où la taille de l'image est supérieure à la taille de l'objet AB. Alors, pour caractériser cela, on utilise une grandeur appelée le grandissement. Alors, le grandissement gamma, lors de ça aussi, cette relation que je vais donner maintenant est valable pour tous les systèmes optiques. Gamma est égal au rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet, prise avec des valeurs algébriques. Ça veut dire que gamma peut être positif ou négatif. Alors, le rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet donne le grandissement du système optique. Alors, dans le cas du dioptre sphérique, ce grandissement est égal à cette expression-là. Donc, c'est n fois SA' sur n' fois SA. Alors, avec n qui représente l'indice du premier milieu, SA' la position de l'image, n' l'indice du deuxième milieu et SA la position de l'objet. Alors, lorsque gamma est positif, l'image est droite. Ça veut dire qu'elle est orientée dans la même direction que l'objet. Comme ici, par exemple. Donc, ici, l'image et l'objet sont tous les deux orientés vers le haut. Donc, ici, on dit que AB est positif et A'B' est positif. Alors, si on fait le rapport, on va obtenir A'B' sur AB positif. Donc, on prend le sens positif comme ça. En général. Donc, par contre, par exemple, ici, on a AB est positif, mais A'B' est négatif. Et donc, ici, on dit que on va obtenir un grandissement négatif. Donc, dans le premier cas, lorsque le grandissement est positif, ça veut dire que l'image est orientée dans la même direction que l'objet. On dit que l'image est droite. Alors, ce n'est pas droite et gauche, c'est droite, elle est droite. C'est-à-dire orientée dans le même sens que l'objet. Alors, si le grandissement est négatif, l'image est inversée ou bien renversée. Ça veut dire
qu'elle est orientée dans une direction contraire ou bien dans un sens opposé à celui de l'objet. Alors maintenant, si la valeur absolue du grandissement est supérieure à 1, alors l'image est plus grande, la taille de l'image est plus grande que la taille de l'objet. Si la valeur absolue du grandissement est inférieure à 1, alors dans ce cas, la taille de l'image est plus petite que celle de l'objet. Alors il y a une dernière remarque. Donc, alors supposons que ici j'ai plusieurs dioptres. Alors par exemple ici, alors si je prends par exemple ce premier dioptre sphérique là, son rayon de courbure, alors son sommet c'est ce point là, le dioptre sphérique orange, son rayon, alors son sommet d'abord c'est ce point là, donc le sommet c'est le point, c'est ce point là, son centre ça sera à peu près ici, on va l'appeler SC1, donc ça c'est pour ce dioptre sphérique là. Alors si on augmente le rayon du dioptre, on va obtenir par exemple ce dioptre rouge, donc son centre sera par exemple ici, donc on aura C2. Si on augmente encore, on aura C2 par exemple, C3 ici. Donc plus on augmente, donc on aura ensuite C4 ici, et ainsi de suite. Donc vous voyez que la forme du dioptre sphérique, ou bien de la calotte sphérique, si on pense en 3 dimensions, elle va s'aplatir au fur et à mesure que le rayon du dioptre sphérique va augmenter. Plus le rayon du dioptre sphérique augmente, plus la surface du dioptre sphérique va s'aplatir. Alors par exemple, je vais vous donner un exemple. Si on prend la planète Terre, alors, et quand on considère par exemple le dioptre RO, ça veut dire entre l'air et l'eau de la mer. Alors pour nous, si on regarde à notre échelle, si on regarde la surface de la mer, elle va apparaître comme si elle était plate, malgré que l'on sait que la Terre a une forme sphérique. Pourquoi? Parce que le rayon de la Terre est très très grand. C'est à peu près 6000 km. Donc, mais en réalité, la mer, elle a une forme courbée comme ça. Donc ça, c'est par exemple la Terre. Et ça, c'est la mer. Donc ça, c'est une partie de l'océan, par exemple. Alors ça, c'est l'air et ça, c'est la mer. Alors en réalité, la mer a une forme d'une calotte sphérique, comme ça. Mais à notre échelle, si on regarde, elle va apparaître comme si elle était plate, comme ça. Donc plus le rayon de courbure va grandir, plus la forme du dioptre qui sépare les deux milieux va devenir plate. Alors lorsque le rayon de courbure, le rayon du dioptre devient infini, donc lorsque SC tend vers l'infini, alors la surface sera pratiquement plane. Et donc, dans ce cas-là, on aura un dioptre plan qui va séparer les deux milieux. Donc, le dioptre, on dit que le dioptre plan, c'est un cas particulier du dioptre sphérique, avec un rayon du dioptre égal à
l'infini. Alors on peut revenir par exemple à la relation de conjugaison du dioptre sphérique. Donc la relation de conjugaison du dioptre sphérique, c'est ça. Donc elle s'écrit comme ça. Donc on l'a déjà dit, elle s'écrit donc N' sur SA' moins N sur SA est égal à N' moins 1 sur SC. Alors si SC est infini, donc si SC tend vers l'infini, donc j'aurai ici un 0. Et donc j'aurai N' sur SA' qui est égal à 1 sur SA. Alors cette relation-là, elle nous rappelle la relation de conjugaison du dioptre plan, qui s'écrit comme ça. On avait écrit N' sur, on n'avait pas utilisé S, mais H. Donc N' sur HA' égale à N sur HA. Donc vous voyez que le dioptre plan, c'est un cas particulier du dioptre sphérique. C'est un dioptre sphérique qui a un rayon égal à l'infini. Donc on va terminer ici et on va continuer dans une prochaine vidéo. Merci pour votre attention.